Pendant mes études post-universitaires, j'ai écrit un livre sur la corruption. Mais après qu'ils aient intégré une structure parapublique et qu'ils aient compris comment fonctionne le public, j'ai compris tout de suite que le premier problème de notre pays d'abord, c'est un problème de compétences, des ressources humaines. Honnêtement, les ressources humaines, ça ne court pas les rues. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des gens compétents. Mais franchement, l'administration, quand tu fais un examen sérieux, l'administration civile, au moins 60 à 70% ne sont pas utilisables. C'est ça la vérité. Si vous rentrez dans un département, vous verrez que dans tout le département, il n'y a que peut-être 3 à 4 personnes qui font tout le boulot. Le reste, ils viennent, ils montent, ils descendent, ils passent la journée dans les bureaux à discuter et rentrent à la maison. Soit parce qu'on ne les donne pas, ou parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, on a eu un sérieux problème de ressources depuis l'indépendance. Quelqu'un l'a rappelé dans son exposé. Après l'indépendance, on n'avait pas de cadre. Il a fallu que des frères viennent de l'Afrique partout pour venir aider la Guinée à faire fonctionner l'administration. Quand on accédait à l'indépendance, la Guinée n'avait qu'un seul juriste. Un seul juriste, un certain Sow. Il était le seul à avoir une licence en droit en Guinée. On était obligé de transformer les greffiers et les secrétaires des tribunaux coloniaux pour les transformer en magistrats. Quelle est la qualité de jugement qu'on peut attendre des césars des tribunaux? Malgré toutes les bonnes fois, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Un incompétent est plus dangereux que tout. Et ne soyez pas amis avec la médiocrité, soit dit en passant. Donc, c'est un problème qui n'a pas été résolu définitivement. C'est vrai, il y a eu des efforts pour scolariser. Et le premier régime a envoyé beaucoup de gens pour faire les études dans d'autres pays et revenir. Comme les autres ont exposé également, il y a eu des craintes par rapport à tout ce qui venait avec beaucoup de compétences et beaucoup d'ambition. Ils étaient parfois perçus comme des potentiels rivaux. Donc certains par méfiance restaient là-bas, ou par méfiance partaient, ou alors certains étaient complètement éliminés physiquement. Donc, et c'est un problème qui ne s'est pas résorbé avec le second régime, qui a d'ailleurs cassé le système éducatif, avec éducation pour tous, qui était une politique de faire passer les gens à outrance. On a connu ça. À part les classes d'examen, tout le monde passait en classe supérieure. Même si tu as passé l'année à chômer à la maison, tu passes quand même. Donc, quelle est la qualité académique qu'on peut attendre des gens qui sont issus d'un système aussi déliquescent? Donc, on a un sérieux problème de ressources. Et le meilleur allié d'une personne aujourd'hui, c'est sa formation. On peut vous tricher, on peut vous stigmatiser, mais ce que vous savez, vous resterez fidèle. Et le jour où on aura besoin de quelqu'un de capable, si vous êtes capable, vous ferez appel. Honnêtement, si vous apprenez correctement ce que vous faites, peu importe ce que c'est, même si c'est une science rare ou méconnue, faites-le correctement, soyez le meilleur ou soyez parmi les meilleurs, vous allez tirer profit. Donc notre pays manque totalement de ressources. L'administration publique, si nos travaux ne réussissent pas, il y a la corruption, mais d'abord ceux qui doivent le faire ne savent pas faire. C'est une administration privatisée. C'est-à-dire que quand on doit faire un TDR, on prend un cabinet pour le faire. Quand on doit faire une étude, un rapport, on prend un cabinet pour le faire. On lui paye des milliards. Il y a les fonctionnaires qui sont là, on se demande pourquoi ils sont là. Et ils sont là, on les laisse, on prend des cabinets pour faire des travaux pour nous. Donc, si vous fréquentez ces milieux-là, vous vous rendez compte tout de suite, on a encore du chemin à faire pour former des cadres, pour faire fonctionner l'administration. C'est pourquoi les entreprises fonctionnent mieux que l'administration. Ce n'est pas parce qu'il y a la corruption, tout le monde vole, non. Ils ne sont pas nombreux ceux qui gagnent dans la corruption. Ce sont ceux qui prennent la décision, qui signent les chèques, qui sont capables de se remplir les poches. Le reste, soit ils désapprennent à force de ne rien faire, à monter, à descendre, ou carrément le niveau de base n'était pas solide. Vous discutez avec quelqu'un qui est dans l'administration depuis 10 ans, 20 ans, dans un secteur, franchement, ça reste à désirer. Si je vais aller vite sur d'autres questions, peut-être laisser les autres réagir. Quelqu'un a posé la question pourquoi on n'est pas engagé en politique. Personnellement, j'estime que j'ai fait la politique, mais le moment n'est pas encore peut-être arrivé pour moi. Parce que pour moi, la politique, c'est de servir. Et comment on va servir les autres si on ne peut pas se servir? Moi, je ne suis pas un homme politique qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de profession, qui n'a pas de carrière. Si moi j'ai réussi ma carrière professionnelle jusqu'à un certain temps, pas forcément pour avoir des milliards, mais il faut que je fasse ma preuve. Le juriste que je suis doit montrer qu'il est un bon juriste dans un domaine de droit. Ensuite, réussir au moins à envoyer correctement ses enfants à l'école et ensuite venir dire aux enfants des autres, je vais les aider. Comment vous voulez aider les gens si vous-même vous êtes en difficulté? Comment vous voulez que les gens s'engagent à la politique s'ils n'ont même pas d'emploi? Quelqu'un qui veut être député, qui veut être président pour aider le pays, lui-même, il a des difficultés à vivre. S'il vient au pouvoir, quelle est la première chose qu'il va faire? Il va se faire une provision. En attendant, quand il quitte là-bas, qu'est-ce qu'il va rester à lui? Donc pour moi, la politique, ce n'est pas le commencement. C'est le couronnement d'une carrière.
Et d'ailleurs, si vous voyez les pays qui s'en sortent le mieux souvent, ce sont d'anciens militaires, d'anciens acteurs, en tout cas, des gens qui ont accompli quelque chose, qui viennent en politique pour servir. Et ils ont accompli quelque chose. Ils ne sont plus dans le besoin les plus élémentaires. Maintenant, ils veulent servir les autres, ils mettent leur carrière en avant, ils mettent leurs compétences en avant. Sinon, ce n'est pas faute d'avoir été tenté par la classe politique. Je connais beaucoup d'amis qui sont en politique et je connais quelques leaders politiques, parfois qui insistent pour qu'ils intègrent leur parti. J'ai dit pour moi, pour l'instant, la seule chose que je peux offrir, c'est ma compétence technique. Si vous avez des besoins, si vous avez besoin des questions juridiques, posez-moi les questions, je ferai de mon mieux. Mais mon engagement, peut-être, c'est dans quelques années encore. Ça, c'est personnellement pour moi, je ne connais pas pour les autres. Et l'autre a posé la question Bangali sur comment l'histoire de l'indépendance influence. Voilà, aujourd'hui. Il faut quand même dire qu'on a rompu, on a coupé la chaîne malheureusement. Sinon, l'histoire qui nous a amené à l'indépendance, si ça continuait, c'était une histoire de cohésion. Et ma soeur qui demande si on passait par la force. Ça, vous avez raison au départ de rire de votre question, parce que c'est une question philosophique. Hein? Parce que qui a le monopole de la violence? L'État. C'est l'État. Donc, nous autres n'avons pas le monopole de la violence. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est une révolution. Et une révolution, pour qu'elle réussisse, il faut que vous soyez extrêmement nombreux. Il faut que tout le monde soit prêt à prendre des risques au péril de sa vie. Mais combien sont prêts à prendre ces des risques? Si vous êtes 10 seulement à sortir par la violence, on va vous écraser en quelques instants. Et on va vous oublier dans quelques jours. Donc, la violence n'est pas forcément la meilleure voie. C'est l'éducation, la sensibilisation. Il faut que ceux qui nous gouvernent là, qu'ils soient dans le même esprit que nous. Ce sont des Guinéens aussi. S'ils avaient des ambitions pour leur pays, au lieu de piller, ils allaient construire. Mais malheureusement, ils ont des idées qui ne sont pas catholiques. Donc nous devons travailler à faire émerger des bonnes idées pour que ceux qui viennent au pouvoir soient des hommes vertueux. Si celui qui est au pouvoir est un homme vertueux, son action sera vertueuse. Mais si c'est un homme peu vertueux, il y a moins de chances que malgré vos efforts qu'il change. Parce que les gens changent difficilement, pour ne pas dire jamais. Alors pour finir, l'autre question, si on était conseiller du CNRD, personnellement, si j'étais conseiller du CNRD, je leur ai conseillé un certain nombre de choses. La première des choses, c'est d'avoir une vision claire. Claire et expliquée. Et de dire la vérité aux gens. Parce que personnellement, je ne suis pas préoccupé par le nombre de temps que la transition prendra. Pour moi, les élections ne sont pas une priorité pour dire, bon, 6 mois, allons aux élections. Parce que ce sont ceux qu'on a chassés du pouvoir qui vont revenir. Il faut réfléchir quelle transition on veut. Et cette question a fait beaucoup de débats. Personnellement, pour moi, la transition est une occasion pour changer les choses. Ce n'est pas simplement chasser quelqu'un au pouvoir, organiser le pouvoir. Mais cela dépend de celui qui prend le pouvoir. Est-ce que cette personne-là a une vision? Est-ce qu'il est capable de construire une idée de son pays et de mettre en marche pour aller vers ça? Si ce n'est pas ça, si la réponse est négative, il est nécessaire d'organiser très rapidement les élections. Peut-être on va commencer à patauger encore, mais il faut une vision. Et peut-être une autre transition viendra. Donc pour que, si j'étais conseiller du CNRD, je leur ai demandé de peaufiner leur vision, de sortir dans les gros mots qui ne veulent pas dire grand-chose pour les citoyens, de dire clairement, voilà la transition, ce que nous allons faire, et nous le ferons dans 2 ans, ou nous le ferons dans 5 ans, ou nous le ferons dans 10 ans. Qu'on soit d'accord ou pas, au moins qu'on sache c'est à quoi s'attendre. Et qu'on y travaille. Mais il ne faut pas enfumer les gens. Dire aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose, demain je ne me présente pas, demain je suis un citoyen comme tous les autres. Et ça on sait. Donc il faut être clair, il faut dire la vérité aux gens, même si ça fait mal. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas une panacée pour le développement. On connaît des États développés qui ne sont pas démocratiques. Si vous pensez que la démocratie, c'est la solution au développement, vous vous trompez. Parce que la majorité peut avoir tort. Et puisqu'on sait que le corps électoral est composé en majorité des gens qui ne sont pas lettrés, leurs choix ne sont pas forcément objectifs. Imaginez qu'ils votent pour quelqu'un qui n'est pas bon. Vous allez dire que ce n'est pas la démocratie et le résultat, il sera bon? Non. Donc, là, pour moi, le combat est ailleurs. C'est sur le mental, la conscience. C'est travailler une vision et faire en sorte qu'un groupe de personnes vertueuses soit au pouvoir. En ce moment-là, le développement, ça va aller contre la volonté de ceux qui vont s'opposer. Parce que s'il y a une volonté ferme pour construire les choses, le peuple se rallie rapidement. Vous comprenez que les gens ne sont pas forcément pour leur ethnie quand ils commencent eux-mêmes à bénéficier des avantages. Ils comprennent que celui qui est là pour nous aussi. Ils temporisent. Mais quand ça devient chacun pour soi, que chacun pense aussi que quand mon parent sera là-bas, j'aurai ma part. Et les gens ont raison. Donc il faut travailler sur ces différents paramètres-là, dire clairement aux gens
que ce n'est pas parce qu'on sera dans un régime civil demain que la Guinée va changer après-demain. C'est parce qu'on aura quelqu'un qui a une vision, qui est déterminé à l'appliquer, qui qu'il soit, que la Guinée va s'en sortir. Donc la démocratie ne viendra que pour adoucir nos vies, nous donner plus de liberté, permettre à tout le monde de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut dans les limites de la loi, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous permettre de nous développer. Et les pays qui sont développés aujourd'hui, qui sont démocratiques, pour la plupart, le développement a été posé par des régimes totalitaires. Je n'appelle pas un régime totalitaire, bien entendu, mais c'est pour encore faire la démarcation entre développement et démocratie. Même quand bien même que les uns et les autres peuvent aider aussi à accélérer les choses.